Ce podcast est réalisé avec le soutien du Centre pour la cybersécurité Belgique. Voici Z sur 7, votre podcast quotidien. Aujourd'hui, nous sommes mercredi 13 novembre. Et votre podcast aujourd'hui est animé par Jean-Pascal Ledoux. Madame, monsieur, bonjour. Aujourd'hui, dans votre podcast, nous allons parler de la COP29 qui se déroule actuellement. Nicolas Van Nuffel, président de la Coalition Climat. On a baissé nos émissions de 28% en plus de 30 ans. Cela suffira-t-il face aux objectifs de 2030 ? Explication dans ce podcast. Ensuite, nous parlerons de moutarde avec l'entreprise Bister. Cette dernière s'agrandit et l'investissement consenti est important. 14 millions qui sont répartis dans la production, R&D, infrastructure, etc. Artus de Bouzys, CEO de Bister, précisera l'envergure de ce projet. Et pour finir, nous retrouverons Peter de Keyser de Grow Inc. qui nous parlera de la tempête parfaite du secteur automobile européen. Z sur 7 à la une. Trop peu et pas assez vite. Voilà le résumé du bulletin climatique de notre pays en ce début de COP29. Depuis 1990, la Belgique est sur la bonne voie. Mais à ce rythme, les objectifs de 2030 et de neutralité carbone pour 2050 restent hors d'atteinte. Nicolas Van Nuffel, président de la Coalition Climat. On a baissé nos émissions de 28% en plus de 30 ans et on doit faire autant maintenant sur les 8 années qui nous restent jusqu'à 2030. Donc si on n'appuie pas sur la pédale d'accélérateur, on ne va pas s'en sortir. La Belgique reste trop dépendante des énergies fossiles. L'énergie, le bâtiment, l'industrie, le transport et l'agriculture représentaient en 2022 plus de 98% des émissions de gaz à effet de serre. Alexander De Croo est présent à l'événement. Tout comme les ministres flamands et bruxellois, seule la Wallonie brille par son absence, une première en 10 ans. La ministre régionale wallonne a dit « Je n'y vais pas cette année parce que j'ai trop de pain sur la planche pour faire avancer les politiques climatiques en Belgique ». Dont acte, on se reverra dans un an et on espère qu'elle aura lancé de nouvelles impulsions au niveau de la Wallonie. La Wallonie en a bien besoin et sur ses bâtiments et sur la mobilité et sur les politiques économiques. Selon plusieurs études, investir dans la transition pour décarboner coûterait moins cher que les impacts du changement climatique. Mais pour cela, il faut des investissements. Et pour qu'il y ait des investissements, il faut que les politiques travaillent de concert. Il faut non seulement qu'à chaque niveau de pouvoir, chacune des 3 régions et puis le niveau fédéral réaffirme l'objectif qu'on s'est fixé de réduire de 47% les émissions belges dans une logique de 55% au niveau européen. Mais il faut revoir la façon dont on décide aussi. La gouvernance climatique de la Belgique ne fonctionne pas. Chacun agit dans son coin. On n'a toujours pas remis une version suffisante de notre plan national énergie-climat. Il faut aujourd'hui revoir la tuyauterie aussi. Il faudra que les régions et le fédéral se parlent. C'était Nicolas Van Nuffel, président de la Coalition Climat. La délégation belge comptera environ 140 personnes, parmi lesquelles des fonctionnaires, des experts, mais aussi des représentants de la société civile et de la jeunesse, ainsi que des responsables d'entreprises. Z sur 7 à la une. La moutarderie Bister, symbole du savoir-faire wallon depuis près d'un siècle, s'agrandit. À Namur, son tout nouveau site de production est opérationnel depuis septembre. En France, l'entreprise s'apprête à lancer la construction d'une usine flambant neuve à Torvilliers, en Champagne. Un projet ambitieux qui totalise 26 millions d'euros d'investissement, 14 millions pour Namur et une douzaine pour son futur site français. Artus de Bouzys, CEO de Bister, nous explique. 14 millions qui sont répartis dans la production, R&D, infrastructure, etc. Donc c'est un gros investissement qui regroupe maintenant toutes les activités belges et on va lancer les investissements en France. Donc on vient d'obtenir le go des autorités françaises pour commencer toute la phase d'études, de permis, etc. Et là on va investir une douzaine de millions aussi dans les prochains mois et ça c'est planifié pour emménager en 2027. Toutes les activités belges de Bister sont désormais regroupées à Namur, berceau historique de la marque. Artus de Bouzys, CEO de Bister toujours. On relocalise les bureaux qui étaient à La Hulpe et l'usine qui était à Ciney. Tout le monde vient à Namur, qui est la terre d'origine de Bister, et au milieu des champs où nous allons cultiver nos graines de moutarde et notre huile de tournesol.
Ce site flambant neuf permet à l'entreprise de quadrupler sa production locale. En Belgique, Bister est célèbre pour sa moutarde douce, tandis qu'en France, la moutarde de Dijon occupe une place de choix. Bister veut jouer la carte Made in France pour se renforcer à l'international tout en produisant plus local. Bister emploie aujourd'hui 35 équivalents temps plein à Namur et une quinzaine de personnes dans sa filiale française. Z sur 7 à la une. Le marché de la crypto-monnaie passe au vert. Certaines d'entre elles enregistrent des gains substantiels depuis quelques jours. Et le roi Bitcoin a frôlé ce mardi matin la barre symbolique des 90 000 $. Une hausse de près de 30% depuis l'élection de Donald Trump. Cela a suffi à nourrir les espoirs de voir les crypto-monnaies se confirmer comme valeur refuge, même si les actifs sont très volatiles. Nicolas Stachura, consultant en cryptoactifs, nous explique ce phénomène. Ce n'est pas parce qu'un actif est volatile qu'il n'est pas une réserve de valeur. Aujourd'hui, votre euro, lui, est stable, mais pourtant, il se dévalue dû à l'inflation. Donc, ça veut dire que vous avez de moins en moins de pouvoir d'achat. Pourtant, celui-ci est très stable. Donc, personnellement, dans mes investissements, je préfère avoir quelque chose de volatile, mais qui s'apprécie sur le long terme de par les caractéristiques du Bitcoin et de la technologie sous-jacente, plutôt qu'avoir, en fait, une réserve de valeur qui, effectivement, ne bouge pas beaucoup, mais qui se dévalue au fil du temps. Une vision avec laquelle l'économiste Michel Ernst n'est pas du tout d'accord, principalement parce que la crypto-monnaie ne souffrirait d'aucune régulation. Écoutons-le. L'or est une valeur refuge, par exemple, classiquement, mais pas les crypto-monnaies et pas le Bitcoin qui sont beaucoup trop volatiles. Et comme justement Trump le disait encore quelques années lui-même, c'est une arnaque, ça ne repose sur rien. On n'a jamais pu établir la valeur du Bitcoin de manière rationnelle. En Belgique, 3 investisseurs sur 10 ont déjà souscrit à des cryptoactifs, selon une récente étude d'ING. La capitalisation du marché des crypto-monnaies a dépassé ce mardi le PIB de la France, le plaçant incontestablement sur l'échiquier des acteurs économiques majeurs. Z sur 7, le podcast quotidien de Trends Canal Z. Comme dans chaque podcast, nous analysons l'évolution et les tendances des marchés boursiers avec l'aide d'un expert. Nous en avons déjà parlé au début de ce podcast, la COP29 est actuellement en cours. Cet événement permet entre autres de se pencher sur les financements des pays en développement pour une transition verte. Ces discussions se déroulent dans un contexte difficile. Guillaume Duchesne, de la Banque Transatlantique, nous explique. Oui, c'est vrai que c'est difficile. Donc, on essaye d'obtenir en fait des financements supplémentaires. Il y a déjà 100 milliards de dollars par an qui sont fournis aux pays émergents. Et l'objectif, c'est d'augmenter ce financement. Maintenant, les pays développés, en particulier européens, pour l'instant, ont d'autres positions, enfin d'autres chats à fouetter. Donc, c'est vraiment une situation économique qui est quand même compliquée. D'un point de vue politique, il y a quand même des grands soucis. On parlait très souvent de la France. On le voit maintenant avec la coalition allemande qui va sauter. Plus vient là-dessus se greffer la question d'élection américaine, qui, avec l'élection de Trump, pose des questions, notamment sur les accords de Paris, puisque les accords de Paris ont été signés par les États-Unis, par Biden. Biden était rentré à nouveau dans les accords de Paris. Il y a toujours cette possibilité d'en sortir, donc ça veut dire d'avoir un objectif de 1,5 à 2%, 2 degrés d'augmentation du réchauffement climatique. Donc ça, c'est le premier point. Et puis après, il y a une campagne. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu une politique, et en tout cas une campagne qui a été axée énormément sur ce point-là, avec un enjeu dans certains États, et puis toute la question autour de drill, baby drill. C'était vraiment son mantra, un de ses mantras, qui était de dire on fore, il faut forer. C'est un slogan qui avait été utilisé très régulièrement par les républicains. On l'avait déjà vu en 2008 au moment de la campagne contre Obama. Donc c'est vraiment un sujet qui revient systématiquement. La politique de Donald Trump est un sujet qui revient comme une influence majeure sur les marchés. Guillaume Duchesne nous précise cette politique. Ça, c'est assez simple. Donc, en fait, c'est forer au maximum pour faire baisser les prix. Donc, ça, c'est vraiment le premier point. Parce que les Américains ont été très sensibles ces derniers temps à l'inflation. Donc, ils ont une perception de pouvoir d'achat qui avait diminué. Donc, évidemment, Trump agit énormément sur ce point-là pour faire baisser les prix et d'avoir un environnement inflationniste moins important. Donc, c'est son premier point. Et puis aussi, réellement de sécuriser la situation, d'avoir une forme d'autonomie de la part des États-Unis, de pouvoir produire aux États-Unis. Même Harris était sensible à ça, parce que pendant la campagne, elle avait tenu une position qui était un petit peu différente des démocrates, justement sur le pétrole et le gaz de schiste, en disant oui, on peut forer. À l'aube de son mandat,
Donald Trump va pouvoir prendre certaines mesures confirmant certaines décisions. Guillaume Duchesne. Les décisions, c'est d'un point de vue environnemental déjà, donc d'essayer de déréglementer. Donc il y a des mesures qui avaient été prises pour limiter l'émission de méthane, notamment. Clairement, Trump pourrait faire sauter ce type de mesures. Et puis après, il y a toute une question au niveau des enchères. Donc il y a des enchères qui sont organisées pour les droits à l'exploration. Biden, au début de son mandat, avait réduit, ou en tout cas il y avait très peu d'enchères qui étaient établies. C'était 2-3 qui avaient été établies au départ, seulement, pour les 5 ans à venir. Donc c'était relativement faible. Il avait rehaussé ce niveau-là dans le contexte de l'IRA, donc justement de la lutte contre l'inflation. Donc on était passé à une dizaine. Et donc la possibilité, c'est que finalement, Trump accentue ce type de mesures. Les dessous du pouvoir. Peter de Keyser, économiste et entrepreneur, fait le lien entre entrepreneuriat et politique. Dernière rubrique de ce podcast avec aujourd'hui Peter de Keyser pour nous parler du secteur automobile européen qui, selon lui, est dans une tempête parfaite. Tout d'abord, quel est le problème ? D'abord, il y a une surcapacité dans le secteur automobile européen. Nous le remarquons dans un certain nombre d'endroits. Pour la première fois dans son histoire, Volkswagen va devoir fermer des usines en Allemagne. Il y a des personnes qui vont être licenciées et ceux qui restent vont voir leur salaire baisser de 10%. Ce n'est pas par hasard que Volkswagen fait ça. Volkswagen a déjà annoncé il y a quelques semaines une baisse de 68% de ses bénéfices pour les 9 premiers mois de l'année. Un groupe comme Stellantis est également en difficulté. Au 3e trimestre, les ventes ont baissé de 20% et les bénéfices de 27%. Il y a des raisons pour cela. Il y a les concurrents chinois. Il est remarquable qu'il s'agisse d'un secteur, l'automobile, où traditionnellement, c'était un secteur de pointe en Europe. Que nous ne puissions pas suivre en termes de technologie est une chose. Mais se faire battre dans un secteur traditionnel comme l'automobile est particulièrement douloureux. Deuxième chose, l'électrification. L'Europe a raté le coche sur ce point. En fait, une industrie qui n'a pas suffisamment innové, qui est maintenant par les e-cars chinois bon marché. Dernière chose, pour le secteur de l'automobile, on va avoir moins d'emplois dans l'avenir. La production de voitures électriques nécessite moins de pièces, donc moins de personnes doivent travailler dans l'assemblage et l'approvisionnement. Ensuite, quelles en seront les conséquences ? Alors, d'abord, l'Europe a annoncé qu'ils vont imposer des droits d'importation sur les voitures chinoises. Apparemment, c'est en raison des aides d'État accordées aux différents constructeurs automobiles chinois. En réalité, les Chinois font des voitures qui sont moins chères et qui sont de meilleure qualité que leurs concurrents européens. La Chine a réagi en prenant des mesures punitives à l'encontre des produits français tels que le cognac et le vin. En effet, ce sont principalement les Français qui ont poussé à l'instauration de ces taxes ou ces droits d'importation. Ce vont être les producteurs français qui vont souffrir le plus de ces contre-mesures chinoises. Et pour finir, élargissons le focus, Peter de Keyser développe encore. Aujourd'hui, en Europe, l'interdiction de nouveaux moteurs à combustion interne est toujours en vigueur à partir de 2035. Dans le même temps, nous n'avons pas de stratégie pour produire uniquement des voitures électriques. Ce problème ne peut être résolu du jour au lendemain. Ça veut signifier qu'il faut investir en davantage d'infrastructures de recherche pour les consommateurs, mais il nous faut aussi une chaîne d'approvisionnement intégrée pour que les constructeurs puissent tout produire eux-mêmes en Europe. Des matériaux de base à la production interne de batteries. Cela va prendre du temps. Et en fait, cela semble symptomatique de l'industrie européenne actuelle. L'Europe, elle excelle dans les industries traditionnelles. Mais même là, nous sommes confrontés à une concurrence croissante. Les prix de l'énergie en Europe sont élevés et le monde connaît simultanément une réduction des échanges, un renforcement du protectionnisme et une augmentation des tensions géopolitiques. Il va donc être plus difficile pour l'Europe de continuer à croître dans des secteurs où nous avons traditionnellement eu un avantage. Nous devrons donc nous montrer plus protectionnistes pendant un certain temps en imposant des droits d'importation et des normes aux producteurs étrangers. Et pendant ce temps, nous devons essayer de retrouver un avantage concurrentiel en innovant. Alors, ça naturellement, la combinaison d'une part, le protectionnisme, d'autre part, l'innovation et le commerce va être un exercice d'équilibre qui va prendre un certain temps.
Merci de nous être fidèles. Rendez-vous demain pour un nouvel épisode. Demain, nous retrouverons notre rubrique à la une de Trends Tendance. Le magazine Trends Tendance mène l'enquête et un journaliste en dévoile les coulisses. Mais avant cela, restez à l'écoute pour une rubrique cybersécurité sur l'authentification multifactorielle de la part du Centre pour la cybersécurité belge. Z sur 7, le podcast quotidien de Trends Canal Z. Le Centre pour la cybersécurité Belgique. Œuvrons ensemble à un avenir plus sûr dans le domaine de la cybersécurité. L'authentification multifactorielle ou MFA est une méthode de sécurité qui nécessite plusieurs étapes d'authentification pour accéder à un système. Au lieu d'utiliser uniquement un mot de passe, les MFA combinent au moins 2 des facteurs suivants. Quelque chose que vous connaissez comme un mot de passe, quelque chose que vous avez comme un smartphone et quelque chose que vous êtes comme une empreinte digitale ou une reconnaissance faciale. Cette approche réduit considérablement les chances d'un accès non autorisé, même si un mot de passe est volé. Le MFA est un des éléments clés du cadre Cyber Fundamentals du Centre pour la cybersécurité Belgique et se retrouve déjà dans le niveau de base de ce cadre. C'est une étape essentielle qui protège les utilisateurs contre le phishing, les logiciels malveillants et d'autres cybermenaces. Le Centre pour la cybersécurité Belgique. Œuvrons ensemble à un avenir plus sûr dans le domaine de la cybersécurité.